Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette autre activité du Cercle de presse. Aujourd'hui, il sera question, comme on le sait, du sommet du G7. On le sait, ça va toucher Charlevoix, mais ça va toucher aussi la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Alexandra Young du Bureau de gestion des sommets Affaires mondiales Canada, Camille Abel, sergente au Bureau des communications à la GRC et Denis Gilbert, inspecteur à la sécurité publique de Saguenay. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Avant de commencer la période de questions des journalistes, vous avez quelques minutes de présentation, donc la parole est à vous. Je vais peut-être commencer par me présenter. Mon nom, c'est Alexandra Young. Je suis directrice des communications des relations médias au Bureau de gestion des sommets. Écoutez, moi, je suis une fonctionnaire de carrière. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille au gouvernement fédéral. Je suis affectée au sommet du G7, mais mon poste indéterminé est aux Affaires mondiales Canada. C'est un privilège pour moi d'être affectée au G7. C'est un événement évidemment d'envergure. C'est un événement qu'on reçoit ici au Canada une fois aux 7 ans. Et puis, c'est un événement, en fait, qui assure une visibilité, une vitrine incroyable au Canada. Et parce que le sommet est à Charlevoix cette année, ça l'assure aussi une visibilité incroyable internationale au Québec, à Charlevoix et aussi au Saguenay, parce que, comme vous le savez, l'arrivée des chefs d'État est prévue à la base de Baguetteville, ici, dans la région. Donc, c'est un privilège pour moi d'être sur ce dossier-là, puis c'est aussi un privilège d'être devant vous aujourd'hui, puis je vous remercie énormément de l'invitation. Peut-être que je pourrais te présenter. Alors, Camille Abel de la GRC, merci beaucoup de m'avoir invitée, de partager cet événement avec nous. La GRC en est pas à son premier événement d'envergure qu'on se doit de sécuriser. Il y a quand même 5 autres événements là, au fil des années où on a dû travailler depuis... même juste de G7, G8, là, à partir dans les années 80, il y a eu Montebello et puis il y en a eu quelques-uns depuis. Toujours fascinant, intéressant et un défi d'envergure pour nous, peu importe où les réunions ou les événements ont lieu. Chaque lieu vient avec ses défis propres. On en a parlé un peu déjà dans les médias, mais toujours aussi au niveau des communications, nouvelles technologies, même chose aux opérations, nouvelles technologies, nouvelles réalités. Fait que c'est toujours intéressant pour nous et ça nous amène, surtout quand c'est au Québec, dans des endroits où les gens ne nous voient pas tant que ça. On n'est pas souvent en uniforme au Québec. On ne connaît pas toujours ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment une belle opportunité pour nous de se faire connaître un peu plus et de connaître les gens qu'on protège et dessert au quotidien aussi, sans que nécessairement les gens le réalisent. Bonjour, mon nom est Denis Gilbert. Je suis inspecteur au service de la sécurité publique de Ville-Saguenay. Je suis responsable des enquêtes criminelles dans mes fonctions de tous les jours et je suis l'officier qui a été désigné comme responsable pour le G7. Entre autres, je suis représentant sur le groupe intégré de sécurité et également au niveau de la planification des opérations pendant la semaine du G7. Donc, pour le service de police, c'est un événement assez majeur. C'est une première pour le service de police Saguenay de participer à un événement d'envergure aussi important. Donc, pour nous, c'est un énorme défi qu'on devrait bien remplir avec notre mission bien spécifique, qu'on a identifié des choses à faire au niveau sécurité. Donc, nos membres, nos policiers vont être pris à partie dans ce dossier-là. Donc, pour nous, c'est une vision, c'est une fenêtre inespérée. Puis, on va chercher beaucoup d'expertise dans ce domaine-là, en travaillant avec des partenaires tels que la GRC, la Sûreté du Québec, également les Forces armées.
Merci. Pour le reste, on va avoir des questions. Merci. Merci. Donc, oui, allez-y. Oui, j'ai juste quelques petits points d'introduction peut-être avant de prendre les questions. Et après ça, je vais passer la parole à ma collègue aussi. Donc, mon objectif ce matin, c'est vraiment de vous complémenter un petit peu l'information que vous avez sûrement déjà au niveau du G7. C'est un de nos objectifs au niveau de mon mandat, au niveau des communications, des relations médias. C'est vraiment de nous assurer qu'on informe la population à travers les médias, puis à travers d'autres moyens, évidemment aussi, sur ce qu'est un G7. Un G7, c'est un événement d'envergure, comme je vous disais, mais c'est pas tout le monde qui est nécessairement au courant de c'est quoi cet événement-là. C'est un événement qui réunit les chefs d'État des 7 pays les plus industrialisés au monde, dont le Canada fait partie. Je vais lire un petit peu mes points d'allocution, puis après ça, je passerai la parole à ma collègue. Donc, comme vous le savez, le groupe des 7 est un groupe informel de 7 économies du monde développé qui comprend le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne représentent l'Union européenne au sommet du G7. Il y a toujours la même rotation pour les G7. Nous, on suit toujours l'Italie et la France nous suit toujours. Par la suite, l'Union européenne est un membre en bonne et due forme du G7, mais n'a pas nécessairement fait pas partie de cette rotation-là de présidence. Donc, ce forum procure aux dirigeants, aux ministres, aux décideurs politiques du G7 des occasions de se rencontrer chaque année pour bâtir des consensus et façonner des orientations à l'égard de certains des plus grands enjeux mondiaux. Le Canada est à sa 6e présidence déjà du G7, le premier sommet ayant eu lieu à Montebello en 1981 et le dernier à Muskoka, en Ontario, en 2010. Le pays qui assure la présidence du G7 a la responsabilité d'accueillir et d'organiser le sommet. Il organise aussi une série de réunions ministérielles préparatoires au sommet. Puis ce qui est intéressant, c'est que la présidence qui était à l'Italie avant nous, l'Italie avait décidé d'être l'hôte de 14 rencontres ministérielles, qui est vraiment énorme au niveau de la préparation puis de ce que ça implique. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, a décidé d'être l'hôte, que le Canada serait l'hôte de 4 rencontres ministérielles, dont 2 qui ont déjà eu lieu et 2 qui n'ont pas eu lieu encore. La prochaine qui va avoir lieu au mois de mai, à la fin du mois de mai, et par la suite, une autre qui va avoir lieu à l'automne. Et ce que le premier ministre a décidé de faire, c'est vraiment de regrouper ces rencontres ministérielles-là sous les thématiques qu'il a choisies pour la présidence canadienne du G7. Donc, les 5 thèmes que le premier ministre a choisis, c'est de 1, investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde, se préparer aux emplois de l'avenir, le 2e. Troisièmement, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 4e, travailler ensemble à l'égard des changements climatiques, des océans et de l'énergie propre. Et en 5e, construire un monde plus pacifique et plus sûr. Donc, le président du G7 établit l'ordre du jour pour l'année de la présidence et parle au nom du G7. Il mobilise également des pays non membres ainsi que des organisations non gouvernementales et des organismes internationaux, par exemple les Nations unies, le Fonds monétaire international aussi, pour participer au sommet. De plus, le pays hôte organise plusieurs rencontres préparatoires au niveau Sherpa. Si vous ne le savez pas, le Sherpa est le représentant personnel du premier ministre pour le G7. C'est normalement un haut fonctionnaire. Et puis, le Sherpa que le premier ministre a choisi pour la présidence canadienne du G7 de 2018 est M. Peter Beam. M. Beam est notre sous-ministre, un de nos sous-ministres aux Affaires mondiales Canada et a été nommé par le premier ministre pour être son Sherpa. Donc, les Sherpas discutent de questions susceptibles d'être à l'ordre du jour du sommet et préparent le terrain pour des discussions de chefs d'État. Les Sherpas aussi sont responsables de consulter différents auditoires partout au Canada. C'était très important pour M. Beam d'aller parler aux gens, que ce soit des académiques, des étudiants, certains représentants autochtones et des groupes de gens, le milieu des affaires, vraiment de faire de rencontrer des gens à travers le pays, à travers le Québec, pour vraiment comprendre pour eux, selon ces thématiques-là, c'est quoi les enjeux de fond, c'est quoi les choses qui sont importantes pour ces différents intervenants-là.
Le premier ministre a également mis sur pied quelque chose qui est très significatif pour le Canada et historique, je dirais, dans le cadre du G7. C'est le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes qui a comme mandat l'intégration de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans tous les thèmes, activités et initiatives de la présidence canadienne du G7. Les deux coprésidentes de ce conseil-là sont Mme Melinda Gates, qui est cofondatrice avec son mari, très bien connu, de la Fondation Bill et Melinda Gates, et Mme Isabelle Hudon, qui est notre ambassadrice, donc ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Et la sélection des membres du Conseil s'est faite en fonction de leur travail, de leur réalisation, de leur engagement à faire progresser l'égalité des sexes et de leur capacité d'influencer le discours public et d'apporter des idées qui vont au-delà des relations traditionnelles gouvernement-gouvernement. Je vous encourage vraiment à aller voir notre site Web. On vous donnera l'adresse un petit peu plus tard pour voir les membres, pour aller voir les membres de ce Conseil-là. C'est des gens vraiment incroyables de par leurs expériences et de par ce qu'ils ont fait au niveau de l'avancement de l'égalité des sexes dans chacun de leurs domaines respectifs. Et en fait, il y a deux hommes aussi sur ce conseil-là. Je pense que c'est important de le dire. Ça contribue à des discussions vraiment de fond très, très, très intéressantes. Mais l'engagement des citoyens se fait aussi au niveau local. Donc, nos partenaires locaux sont essentiels au succès du sommet et nous sommes extrêmement reconnaissants de la collaboration que nous avons avec tous les intervenants avec lesquels nous travaillons depuis les derniers mois. Comme vous le savez, les chefs d'État devraient atterrir ici à Bagotville. Ceci implique une étroite collaboration du Bureau de gestion des sommets avec plusieurs partenaires locaux, dont les Forces armées canadiennes et le Service de sécurité publique de Saguenay. Et j'en profite maintenant pour passer la parole à ma collègue, Mme Abel, qui va vous parler un petit peu plus de la composante de sécurité. Merci. Comme mentionné, la GRC en est à son 5e sommet G7, G8 et on a aussi organisé, fait partie de la sécurité de Jeux olympiques. Donc, les événements d'envergure font partie de nos fonctions. À chaque événement majeur, on acquiert une expérience de plus, on apprend et on croit qu'on s'améliore avec chaque événement pour s'assurer que les prochains se déroulent très bien. La sécurité de ces événements majeurs-là, peu importe où ils sont, c'est pas quelque chose qu'on peut accomplir tout seul. De là qu'est venu le GIS, le groupe intégré de sécurité du G7. Vraiment, donc on travaille ensemble, 5 agences pour planifier puis assurer les opérations de sécurité durant le sommet. En gros, notre mandat fondamental est vraiment maintenir l'ordre public. On travaille en équipe, en partenariat. On respecte, par contre, les responsabilités et les mandats de chacun, mais tout en ayant comme objectif commun la sécurité et le bon déroulement de l'événement. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on y travaille et les préparatifs vont de bon train. Donc, le GIS, c'est dirigé par la Gendarmerie royale du Canada, mais est aussi composé de partenaires comme la Sûreté du Québec, les services de police de la Ville de Québec, les Forces armées canadiennes et les services de sécurité publique de Saguenay. Le rôle principal, plus spécifiquement, de la GRC, c'est la protection des personnes qui jouissent d'une protection internationale. Donc, les invités et les délégations qui vont être en visite et qui vont participer au G7. Concrètement, on peut penser aux convois motorisés, à la sécurité de certains sites, au soutien opérationnel, l'accréditation, certaines enquêtes qui sont liées surtout là, à l'intégrité des frontières. C'est des responsabilités qui nous viennent en vertu de la loi sur les missions étrangères et les organisations internationales et au code criminel. En gros, le G7, ce qu'on a vu beaucoup, c'est les périmètres, c'est des zones, une zone rouge, une zone verte. Le périmètre
rouge. On lui a donné une couleur parce que c'était plus facile comme ça. Là, on pense vraiment au manoir Richelieu à la Malbaie et du terrain de golf. C'est un endroit où on va devoir être accrédité pour y entrer. Ça va être strictement réservé aux dignitaires et aux personnes qui sont accréditées, là, qui ont une fonction, un besoin d'être dans cette zone-là. On a parlé de la fameuse clôture. Oui, l'endroit va être clôturé. Mais jusqu'à la fin mai, là, on peut toujours avoir accès au manoir ou au casino. À la fin mai, là, on va prendre le contrôle de l'endroit pour s'assurer de sécuriser et que ça reste sécurisé là, par la suite, qu'on n'aille pas refaire le travail continuellement. Il va y avoir d'autres restrictions. Les restrictions aériennes ont déjà été annoncées. Les restrictions maritimes vont se concrétiser bientôt. Et ça va être complètement restreint aussi. Nos collègues de la Sûreté du Québec vont avoir une grosse tâche devant eux aussi. Ils vont se devoir de sécuriser la zone qu'on appelle la zone verte, qui va être autour de la zone rouge, donc un deuxième périmètre, un endroit où les gens vont devoir être accrédités, mais c'est un endroit là, où il y a à peu près 600 résidences. Les gens vont pouvoir avoir accès, bien sûr, à leur maison sans problème. Les gens qui doivent s'y rendre pour travailler, parce qu'ils doivent s'occuper d'un proche, tout ça est déjà planifié, considéré. Donc, les gens vont pouvoir y avoir accès. En général, nos mesures de sécurité sont dictées par le renseignement. Il y a une équipe intégrée pour l'organisation. La sécurité du G7, il y a aussi une équipe intégrée qui travaille sur le renseignement. Donc, pour être plus efficace, pour être sûr qu'aucun détail n'est manqué, les 5 agences travaillent aussi ensemble, là, en partenariat pour tout ce qui est partage et puis de ramasser le renseignement pour qu'on s'assure d'être toujours à jour et puis que le bon niveau de menace puis les bonnes mesures de protection ou de sécurité sont prises. On a la chance d'avoir quelqu'un de Saguenay avec nous, fait que je vais vous laisser la parole pour expliquer vraiment là, qu'est-ce que pour Saguenay, ce que le G7 représente. OK. Concrètement, pour le service de la sécurité publique de Saguenay, qu'est-ce qui va se passer pendant cette opération-là? Comme vous pouvez le savoir, on est environ 250 policiers à Saguenay, incluant les officiers cadres et nos agents de relations publiques. S'ils ne savent pas, ils vont savoir maintenant. Ils vont être au travail pendant cette semaine-là. Donc, nos 250 policiers, pendant cette semaine-là, vont être au travail, que ce soit pour l'opération du sommet G7 comme tel, ou bien pour desservir la desserte normale. Fait qu'on a besoin de tout notre personnel pour accomplir notre mission, puis rendre la tâche efficiente. Concrètement, pour le sommet, notre opération va débuter le lundi, le 4 juin, vers 6 heures le matin. On va être déployés au niveau de la base militaire. Nous, notre mission principale est de sécuriser le périmètre extérieur de la base militaire de Bagotville. Donc, pour ce faire, il va y avoir de la patrouille en VTT qui va être faite et de la patrouille également en véhicule. Ça, on parle de patrouille. Puis, suite à ça, on va également établir des points de contrôle. On va avoir 3 points de contrôle qui vont être érigés. Un à l'aéroport civil et 2 autres aux extrémités du chemin des aviateurs qui fait face à l'entrée principale de la base de Bagotville. Donc, à chaque extrémité, il va y avoir un point de contrôle. À cet endroit-là, les gens qui vont passer ces endroits-là devront avoir un permis de circulation qui devrait être donné par les Affaires mondiales. Donc, les gens qui vont passer, ça va être des travailleurs, des militaires, des gens civils qui travaillent à la base militaire. Et on n'oublie pas non plus les résidents des résidences militaires qui se situent au nord de la base de Bagotville. Le quartier qui est là, les gens vont être également accrédités. Ils vont devoir avoir de l'accréditation pour se rendre à leur demeure. Ça fait le tour un peu des points de contrôle. Au niveau de
du terminal civil, le point de contrôle qui va être là, c'est bien sûr, les gens n'auront pas besoin d'accréditation parce que l'aéroport civil demeure en fonction. Ils n'auront pas besoin d'accréditation comme telle, mais ils vont quand même devoir passer d'un point de contrôle justement pour que nos policiers vérifient vraiment que c'est des gens qui viennent prendre l'avion pour soit le travail ou les affaires ou peu importe, mais qui viennent pour les services de l'aéroport civil. Donc, ces gens-là vont pouvoir passer. Il va y avoir un léger ralentissement. Par la suite, il va y avoir de l'observation qui va être faite à partir de nos policiers pour s'assurer que les gens débarquent bien leurs bagages, rentrent à l'aéroport civil pour faire sûr que les gens vont bien là pour les bonnes choses, les bonnes raisons. À cet endroit-là, au niveau de l'aéroport civil, il va y avoir une présence omniprésence de policiers, autant sur le terrain qu'en véhicule, ainsi qu'à l'intérieur de l'aérogare civile. Donc, c'est un point assez névralgique pour nous et on va mettre les effectifs nécessaires pour sécuriser cet endroit-là. OK. Pour nous, comme je vous l'ai dit tantôt, on commence le 4 juin. C'est 24 heures sur 24, autant de jours que de nuit. Il va y avoir des patrouilles, les points de contrôle vont demeurer en place jusqu'à la fin du sommet, soit le samedi soir ou dimanche matin. Mais si ça prolonge, bien, on va s'adapter en conséquence. Alors, puisque le temps file, on va commencer la période de questions avec la journaliste Caroline Labrie d'Énergie Rouge FM. Bien, une petite question pratique pour commencer, là, parce que c'est pour les gens de Saguenay, c'est sûr qu'il y a plusieurs questions concernant la sécurité. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va être une zone sécurisée pendant une semaine de temps. Est-ce que pendant une semaine, il faudra que les gens aient une accréditation s'ils ont besoin d'aller à ces endroits-là? Est-ce que pendant une semaine, vraiment, on va sentir la sécurité augmenter? Oui, c'est bien sûr, la sécurité va être augmentée. C'est pour une semaine, puis comme je vous dis, c'est pour les gens qui ont affaire à aller sur la base de Bagotville. Vous savez, avec la construction de l'autoroute, ça va faciliter la tâche énormément. L'autoroute comme telle va demeurer quand même fluide. La circulation va être fluide. Il va y avoir des panneaux à messages variables. Il va y avoir interdiction de stationner, bien évidemment, là, mais ça va tout être indiqué au niveau des panneaux et des messages variables. Les panneaux à messages variables. Mais l'autoroute va faire en sorte que ça va vraiment faciliter le travail des policiers, puis les gens qui ont à circuler entre la baie et Chicoutimi-Jonquière ne verront pas d'impact nécessairement très, très grand. Les gens qui devront être accrédités, comme je vous ai dit tantôt, c'est des gens qui travaillent sur la base militaire ou des fournisseurs, soit en essence ou de manger, peu importe. C'est des fournisseurs qui vont être accrédités pour passer. Donc, le citoyen qui demeurent dans les alentours ne verront pas nécessairement d'inconvénients. Puis je pourrais juste rajouter peut-être que les accréditations, là, les gens qui ont besoin d'être accrédités, justement, qui font leur demande d'accréditation à travers le site web g7.gc.ca, vont pouvoir ramasser à partir du 22 mai leur badge d'accréditation dans les locaux de Avjet, qui, je crois, est sur le côté civil là, de l'aéroport. Là. Prochaine question, Normand Boivin, Journal Le Quotidien. J'aimerais savoir, quand a été décidée la tenue du G7, par exemple, quand on a fait le choix de Charlevoix avec le manoir Richelieu, ça a quand même été un peu surprenant, parce que c'est quand même assez enclavé, puis on se dit c'est peut-être difficile, en tout cas, mais là, on voit un peu comment ça s'articule. Dans quelle mesure est-ce que la présence de la base de Bagotville a pesé dans la balance pour ce choix-là, dans le sens où on se dit, bon, ben, Bagotville, c'est un aéroport militaire, la proximité des F-18, c'est sûr que Québec, par exemple, ça n'aurait pas été plus loin pour les avions, là. Mais, par exemple, pour l'atterrissage des dignitaires et tout, est-ce que Bagotville a vraiment été un choix important ou c'est rien qu'un bel addon? Bien, je vous dirais que je veux juste commencer par dire que le premier ministre a choisi Charlevoix parce que c'est une région qui est connue pour son hospitalité, sa gastronomie, la beauté de ses paysages, mais aussi vraiment est un lieu où on voit vraiment les entreprises qui pondent à Charlevoix, qui sont vraiment en tout respect de l'environnement, des entreprises novatrices. Vraiment, c'est un coin de pays
je pense, qui peut nous rendre, pas je pense, que je sais, qui peut nous rendre fiers. Et donc, c'était un choix du premier ministre personnellement, évidemment en pesant des composantes logistiques qui sont nécessaires pour la tenue d'un sommet comme ça. Il n'y a pas de lieu parfait. Chaque lieu a ses avantages, ses inconvénients, ses difficultés. Tenir un sommet comme ça, en fait, nous, le lieu, là, disons, c'est un triangle, là, le périmètre ou le lieu affecté par le sommet, là, dont on parle de Bagotville pour l'arrivée, le Québec, à Québec, la ville de Québec qui va être hôte du Centre international des médias, et puis évidemment le sommet lui-même qui va être à Charlevoix, au manoir Richelieu. Donc c'est vraiment, c'est pas des places qui sont proches. C'est quand même 2 heures, là, un lieu d'un autre. Donc, ça cause des difficultés au niveau logistique. Je ne commenterai pas sur la présence de la base militaire puis si ça l'a pesé dans la balance du choix. Mais je peux vous dire, puis peut-être que je passerai la parole à Camille, celle des commentaires, mais que le premier ministre a vraiment choisi Charlevoix parce que, pour toutes les raisons que j'ai énoncées avant. Comme Alexandra a mentionné, le gouvernement canadien prend sa décision en considérant plusieurs choses. La sécurité et la logistique fait partie, une petite partie de tout ça est considérée. Nous, une fois que la décision est prise, on s'ajuste et puis on s'organise. Il n'y a aucun endroit pour nous non plus, là, côté sécurité, qui est parfait. Il y a des défis, peu importe où on ferait, que ce soit un sommet, des Jeux olympiques, peu importe l'événement majeur. Il y a des défis quand on est en milieu un peu plus éloigné. Il y a des grands défis quand on est en centre urbain aussi. La situation est juste différente. Et puis, ça fait partie du travail policier à la base, là, de s'ajuster et puis de s'organiser là, autour des situations comme elles sont à la base. Prochaine question, Denis Villeneuve, Le Quotidien. Oui, Mme Abel, j'imagine que quand on organise un sommet comme ça, là, vous nous dites ce matin que les dignitaires vont passer par Bagotville, mais il n'y a rien dessus à ce niveau-là. J'imagine que quand on organise un sommet comme ça, tous les scénarios possibles sont prévus. Tous les scénarios possibles sont prévus. Ça veut dire que, advenant certains événements, les dignitaires ou les présidents pourraient ne pas atterrir à Bagotville. C'est une chose possible, ça. C'est possible. Les chances sont que tout va se passer comme c'est planifié. Il y a toujours des petites choses inattendues. On s'entend que c'est 7 dirigeants de très grands pays avec des agendas chargés. Il y a des changements qui peuvent arriver. On ne sait jamais ce qui peut se passer ici autant que dans les autres pays. Fait que tout est organisé. Il y a toujours un plan A, B, C pour toutes les situations. C'est certain qu'on espère que le plan A soit toujours celui qui est utilisé. Mais encore là, que ce soit en événement majeur ou que ce soit dans nos opérations quotidiennes, on fonctionne de cette façon-là. De toute façon, l'imprévu fait partie de notre travail, fait partie de notre quotidien. Dans ce cas-ci, c'est juste un peu plus de scénarios de plus grande envergure, mais que ce soit de planifier des convois pour le G7 ou pour planifier les voitures qui vont à une perquisition, bien, c'est la même chose. Il faut qu'on prévoie le plus possible l'inconnu et toutes les possibilités. Vous avez parlé tantôt des services de renseignement. Là. Bon, le renseignement est actif. Est-ce qu'à ce moment-ci, on a une idée là, du nombre de manifestants qui pourraient se présenter, des organisations qui pourraient se présenter, soit à Charlevoix, à Bagotville ou ailleurs? C'est sûr, sans pouvoir confirmer exactement, parce que les choses changent quotidiennement. C'est certain que tout ce qui est manifestation, regroupement, fait partie là, intégrante du renseignement et c'est une chose avec laquelle il faut vraiment se tenir à jour. Ça peut changer d'une minute à l'autre. Fait que c'est vraiment
un autre aspect là, où on planifie pour tout, avec plusieurs options, que ce soit autant pour la Ville de Québec, donc pour les policiers à Québec, en ont vu d'autres. C'est quand même un service de police qui a beaucoup d'expérience, qui organise, la Ville de Québec comme telle, organise des événements majeurs aussi. Donc, puis en étant tout le monde ensemble, en faisant partie du GIS, bien là, c'est des expertises et puis des ressources qui sont partagées, qui sont partageables. Donc, ça fait juste aider à la planification et à avoir des plans A, B, C, D. La GRC, on est chanceux, étant une force nationale, on a un très gros pouvoir de mobilisation. Donc, il y a si on parle de manifestations, de contrôle de foule, bien, on a des équipes qui peuvent venir en renfort de la Colombie-Britannique ou des provinces maritimes. C'est des expertises qu'on a un peu partout. Mais il faut garder en tête que les villes ont ces expertises-là aussi, que c'est organisé de toute façon au Québec, selon la loi de la police, là, le système de renfort, de support pour les villes de la province puis de la GRC, tout ça est déjà prévu au quotidien. Fait que c'est vraiment juste de mettre en œuvre et puis c'est juste qu'on va être un peu plus présent, tout le monde, aux yeux des communautés. Puis si je pourrais juste rajouter, oui. Le droit à la libre expression est un droit fondamental au Canada et puis ça, c'est important de le noter que je voudrais pas utiliser le mot encourage, mais peut-être encourager la population à la libre expression. C'est quelque chose qui fait partie de la culture au Canada, des droits fondamentaux qui sont importants à respecter au Canada. Donc, certainement de l'expression, le droit à l'expression, quand ça se fait dans tout le respect de chacun et la paix. Et je pense que c'est quelque chose qui est certainement respectable et c'est quelque chose qui est attendu dans des rassemblements comme ça, en autant que justement que ça reste paisible. Je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, là. Prochaine question, Martin Thomas Côté de Radio X. Oui, je ne m'attends pas à ce que Donald Trump arrête au AEW se chercher un lunch, mais on a parlé des entraves pour les gens de Charlevoix, des accréditations, mais concrètement pour les gens de Saguenay, est-ce que les citoyens doivent s'attendre, par exemple, à avoir des boulevards qui sont barrés, des rues qui sont barrées, des convois qui passent à tout moment de la journée, que ce soit des dignitaires comme des chefs d'État, quoique je me doute bien qu'ils ne se rendront pas en véhicule, mais ça pourrait être toutes sortes d'autres dignitaires, diplomates ou etc. Quels seront les impacts pour les citoyens de la ville de Saguenay? Est-ce que je peux aller encore faire ma run de vélo sans être interrompu? À quoi ça va? Quel genre d'entrave on va vivre durant cette semaine-là dans la ville de Saguenay? Et comme j'ai dit tout à l'heure, le seul point qui va être fermé à la libre circulation, c'est sur le chemin des aviateurs, dans les deux extrémités. C'est le seul point de fermeture de rue comme telle. L'autoroute demeure accessible et normalement va demeurer fluide la majeure partie du temps. Au niveau de la route 170, la même affaire. Ça va demeurer ouvert et fluide. Et on a, comme j'ai dit encore tout à l'heure, au niveau du terminal civil, il va y avoir un point de contrôle à cet endroit-là. Pas besoin d'accréditation, mais on va demander que ce soit des gens qui ont vraiment affaire à aller à l'aéroport civil. C'est sûr que si quelqu'un vient pour voir, pour venir regarder les avions, c'est dommage, mais il ne pourra pas se rendre là. On ne pourra pas suffire à la demande et à l'espace non plus. Donc, seulement les gens qui vont devoir prendre l'avion pour le travail ou pour leurs affaires personnelles vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce site-là. Ailleurs, partout ailleurs, il n'y a aucune entrave. La circulation demeure fluide. Il n'y a aucune entrave. Puis, on vit beaucoup d'événements quand même à Saguenay au courant de l'été. Tu sais, on parle au Grand Tour cycliste, on parle du spectacle aérien qui se passe, qui demande, à mon idée à moi, beaucoup plus de contraintes que vous allez voir pendant la semaine du sommet, là. Donc, ça va se faire un peu sans que les gens s'en rendent véritablement compte. Quoi qu'il y a toujours des WRU, et j'en fais partie, là. Fait que ma chaise soleil, je vais pouvoir l'installer puis regarder que les... Par contre, je veux préciser qu'on va avoir un lieu de rassemblement sécurisé, un espace de rassemblement sécurisé qui va être au coin de la route 170 et le chemin des aviateurs. Cet endroit-là va être aménagé. On va même installer
des toilettes chimiques pour les gens. Fait que ceux qui vont vouloir venir soit pour voir ou pour invoquer leur droit de libre expression, il va y avoir cet endroit-là qui va être attitré à ces gens-là. Donc, c'est possible qu'il y ait un lieu de manifestation à cet endroit-là? C'est pas on n'appelle pas ça un lieu de manifestation, on appelle ça un lieu de rassemblement qui va être sécurisé. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. Vous avez parlé justement des possibilités d'expression, de manifestation. Il y a eu par le passé, dans des grands événements, des débordements de part et d'autre, j'allais dire. Il y a eu des jugements, d'ailleurs, qui ont été rendus dans ces dossiers-là. Qu'est-ce qu'on a appris des autres manifestations comme celle-là, des autres organisations comme celle-là? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Est-ce qu'on va appliquer des nouvelles techniques? Est-ce qu'on a des nouvelles façons d'intervenir pour éviter certains débordements qu'on a connus dans le passé? Si on parle pour chez nous à Saguenay, on a quand même des gens qui travaillent sur un peloton de maintien et rétablissement de l'ordre, qu'on appelle. C'est un peloton de contrôle de foule en bon jargon. On a une quarantaine de personnes qui travaillent à ce niveau-là. Nous, on est d'un service niveau 2. Donc, si on vient à une étape que, effectivement, il y a une manifestation et ça dégénère, on va faire appel à nos collègues de la Sûreté du Québec pour un renfort. Par contre, oui, présentement, nos gens sont en formation, que ce soit de la GRC, de la Sûreté du Québec et Police de Québec et chez nous. On a appris des événements du passé. Puis, il y a des choses, oui, effectivement, qui ont été ramenées, des manières de faire, des manières différentes, effectivement, de faire. Donc, mais ça demeure un peu du domaine policier à ce moment-là. À la base, il faut se rappeler que on se doit, comme policier, de faire respecter le droit de réunion pacifique. Donc, les gens qui se réunissent, notre travail est à la base aussi de s'assurer qu'ils se réunissent en toute sécurité. S'il y a des débordements, bien là, on passe à autre chose. Mais c'est, Alexandra l'a mentionné, c'est un droit fondamental au Canada. Donc, on le respecte comme tout autre droit fondamental. Fait que tant que c'est pacifique, libre expression à tous. Et puis, c'est les actions des gens présents qui, oui, malheureusement, des fois, prennent le dessus, mais c'est ce qui dit que les actions policières par la suite. Mais tant que tout est pacifique, les gens le font dans leurs droits les plus fondamentaux au Canada. Je pense que la question, c'est on a créé un lieu de rassemblement sécurisé. C'est un bel euphémisme, là, mais ça veut dire que les gens vont être confinés dans ce coin-là. S'il y a des débordements, s'il y a des casseurs, s'il y a des gens qui sont là pour faire du trouble, au travers de gens qui sont là pour manifester pacifiquement, là, ça risque de causer des problèmes beaucoup plus grands que quelque chose d'un peu moins contrôlé, moins confiné, là. Mais après ma barre, nous, cet espace-là, on le fait pour des gens qui vont prendre leur droit de soit manifester ou de s'exprimer. Si ça tourne autrement, bien, comme ma collègue a dit, on va s'adapter en conséquence, puis nos actions vont être adaptées en conséquence des gens qu'on va avoir sur place et des actions qu'ils vont prendre. Prochaine question, Roger Boivin. Oui, alors bonjour à tous. Bienvenue au Saguenay, au G7 aussi. Alors, la question principale sera à Mme Young et à M. Gilbert en sous-question peut-être. C'est sur les coûts de l'opération, dans la mesure où on peut, bien sûr, les définir d'avance. Est-ce que c'est le pays hôte qui paye? Puis une fois que le pays, le fédéral, disons dans notre cas, paye, est-ce que les partenaires comme la Ville ou le Québec peuvent présenter des factures, sans parler d'autres dossiers de factures, mais est-ce que c'est tout payé par le fédéral? Oui, c'est le pays hôte qui paye. Et oui, c'est tout payé par le fédéral. Le premier ministre, M. Trudeau, a été très clair là-dessus. Tous les coûts engendrés par, entre autres, des mesures de sécurité accrues vont être soutenus là, par le gouvernement fédéral. Vous me permettez de faire un point que je me dois de faire à chaque fois que je parle des coûts d'un sommet comme ça. C'est la facture, pas la facture, les coûts totaux, en fait, sont rendus publics à la suite de l'événement, puis vous
pouvez comprendre pourquoi. C'est difficile d'estimer. Les coûts estimés, par contre, sont sortis dans le dernier budget fédéral, les coûts totaux de 604,5 millions de dollars, qui inclut tous les organismes fédéraux impliqués. C'est plus de 25 organisations au niveau fédéral seulement, incluant toutes les organisations reliées à la sécurité. Mais c'est important de comprendre que c'est pour la présidence canadienne au complet. J'ai parlé dans mes notes d'introduction sur le nombre d'événements en parallèle qui se font tout au long de l'année 2018. Là. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas une facture pour 2 jours, mais bien une facture pour une année de présidence au complet. Prochaine question, Luigi Napoli. Je suis toujours impressionné par les masses qui participent dans des événements comme ça. Et je pense aussi au fait que ça a été déjà dit qu'il y aura une centaine de policiers, tout ça, tout ça. Mais même si on a tout prévu, il pourrait toujours arriver quelque chose qui va demander, disons, une intervention plus massive de la force, de choses. Et à ce moment-là, je pense, puisque le caractère international, est-ce qu'il y aura aussi des policiers qui pourraient venir des pays qui participent un peu à tout? Est-ce qu'on a déjà prévu l'intervention même de l'armée, armée canadienne ou armée de choses? Disons que c'est peut-être exagéré, c'est penser à l'intervention de l'armée, tout ça, mais il y a des occasions et il y a des choses qui se passent, qui sont tellement à l'improviste qui peuvent déboussoler aussi même les meilleurs organisateurs, tout ça. Donc, enfin, ma question pour en arriver à... Est-ce qu'il y a une participation policière, disons, qui vient de l'étranger, c'est-à-dire, donc, des pays qui sont là? Et j'imagine qu'il doit y avoir une sorte de quartier général pour de façon à bien organiser le tout, de façon que le tout soit vraiment efficace. Est-ce que la population aussi se sent en danger? Vous avez fait déjà des sortes d'enquêtes pour savoir la réaction de la population? En tout cas, disons qu'il y a aussi des choses qui m'intéressent en particulier, qui peuvent intéresser aussi toute la population. J'ai un peu l'impression, quelquefois, qu'il soit une sorte d'événement, si on va y aller assez court, s'il vous plaît, oui, M. oui, Napoli. Vous voulez me mettre la chose. Alors, je vous cède la parole. Merci. Donc, les 5 agences qui s'occupent d'organiser la sécurité du G7, c'est des agences canadiennes. Tout est organisé ici. Les forces armées font partie intégrante du GIS. Sans entrer spécifiquement dans leurs fonctions, vraiment, on a un support technique et un support même sur le terrain aussi des forces armées. On planifie pour le pire, on espère qu'il n'arrive rien. Ça fait partie, je le répète tout le temps, là, mais de notre quotidien, de notre façon de fonctionner. Donc, oui, on est bon à penser au pire, là, puis à essayer de préparer pour les pires scénarios. On s'adapte d'une fois à l'autre. Côté technologie, l'exemple que je donne souvent, maintenant, il y a les drones. Les drones sont quelque chose qu'au G7... les G8, avant, les drones n'étaient pas aussi présents, pas aussi faciles d'accès. On n'avait pas à penser, OK, comment on gère les drones ou comment on gère une attaque aux drones ou juste un drone curieux. Fait qu'il y a tout ça à considérer. Les attaques aux voitures béliers, quelque chose qu'on ne voyait pas avant, une nouvelle réalité. Que le renseignement nous dise qu'il y a une attaque qui s'en vient ou non, les attaques béliers, les loups solitaires, des gens qui agissent malheureusement sans qu'on puisse le prévenir, tout ça est considéré. Donc, il y a sur le terrain, à la Malbaie, des agents socio-communautaires sont là pour qu'il y ait une présence policière au quotidien avec les gens. Leur seule fonction,
2 membres de la GRC, 2 de la SQ. Leur seule fonction était de répondre aux questions des gens. À mesure que l'information se concrétisait, ils partageaient cette information-là, répondaient aux questions le plus rapidement et le plus spécifiquement possible. On a travaillé en étroite collaboration avec Affaires mondiales pour que ce partage d'informations-là se fasse à travers elles. Il y avait 4 visages, 4 humains qui étaient dans la communauté pour justement... Quand on est informé, on s'inquiète moins. Fait que c'était vraiment important pour nous de garder les communautés le plus informées possible. Nos sites web sont pleins d'informations, plein de liens sur les autres sites web des agences, que ce soit Transport Canada, par exemple, pour les drones, pour l'espace aérien, ou la garde côtière pour tout ce qui est maritime. L'information est là. Les policiers étrangers, oui, il va en avoir quelques-uns avec leur délégation. De la même façon que notre premier ministre amène avec lui ses gardes du corps quand ils voyagent à l'étranger. Donc oui, on va avoir beaucoup de visiteurs policiers avec nous. Par contre, leur fonction en reste à leur visite et à leurs dignitaires qui se doivent de protéger. Et encore là, il y a des membres de la GRC qui sont avec eux en tout temps pour s'assurer que la façon canadienne de travailler, les lois canadiennes sont respectées. Ça, c'est des choses qui se font constamment aussi. Les ententes sont là. Donc, il ne devrait pas avoir trop de surprises à ce niveau-là. Là, on parle quand même de pays qui travaillent ensemble souvent. Donc, les policiers de ces endroits-là travaillent souvent ensemble aussi. Et puis, Merci, madame. Très rapidement, si je pourrais, juste au niveau de votre question par rapport aux citoyens de la Malbaie. On a fait 2 assemblées citoyennes au cours des derniers mois avec les citoyens de la Malbaie. Et je crois que les agents communautaires ont fait un excellent travail vraiment pour rassurer la population, car dans ces assemblées citoyennes-là, vraiment, le ton était extrêmement positif. On voyait que la population voyait vraiment les bénéfices d'être l'autre, de recevoir ces dignitaires-là, voyait le bénéfice de la visibilité internationale qu'a Charlevoix par ce sommet-là. Et donc, je pense que ça, si je peux me permettre de dire que ces bénéfices-là sont beaucoup plus importants pour la population de Charlevoix que peut-être les désavantages là, qui peuvent venir de crainte ou autre. Là. Prochaine question, Normand Boivin. Merci. On parle de manifestants, on parle de toutes sortes d'événements qui pourraient arriver. J'aimerais savoir si, on est clair, on accepte la liberté d'expression, puis ça va être respecté, mais ceux, justement, qui la respecteront pas, qui vont causer du trouble, est-ce qu'il y a des règles de droit qui vont changer, par exemple, on parle de l'habeas corpus, là. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui va commettre un crime relié au G7, est-ce qu'il va être mis hors course pendant tout le reste de l'événement, ou bien est-ce qu'il va avoir un processus remise en liberté, comme ça se fait, par exemple, dans le droit criminel normal, puis à ce moment-là, la personne peut se retrouver sur le terrain 2 jours après, tu sais? Ou est-ce qu'il y a des règles vraiment qui sont changées, puis qui disent, bon, ben si tu commets une infraction pendant le G7, ben t'es hors course pendant toute la durée du sommet. Si tu fais une farce plate, par exemple... Dans les douanes, à cette heure, on sait qu'on fait plus de farce avec des bombes. Là, quand tu passes à la sécurité d'un aéroport, genre de propos-là, par exemple, est-ce qu'il va y avoir une sensibilité augmentée ou est-ce que ça va être business as usual? Il n'y a rien de changé au niveau du code criminel. Là. Les gens s'il y a des gens qui sont arrêtés, ils vont être bien sûr arrêtés et amenés au quartier général du service de police de Saguenay. Suite à ça, dépendamment de l'infraction qui a été commise, dépendamment de la personne, de son historique, ça va être la même procédure que tous les jours. Là. Si la personne n'a pas à être détenue, elle va être libérée avec certaines conditions. Aléatoire à son arrestation, mais il n'y a pas il a rien de prévu qui va sortir de les règles d'arrestation que le droit pénal nous donne. Okay. Pareil pour
Il n'y a rien de particulier non plus qui s'adresse aux étrangers, par exemple, si c'est des gens de l'extérieur du pays, ou est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'applique à ce moment-là, si c'est des casseurs qui viennent d'ailleurs? On est au Canada, donc c'est le code criminel qui fait loi chez nous au Canada. S'il y a des gens de l'extérieur du pays qui sont dans ces groupes-là, nous, on fonctionne souvent avec les ambassades, puis au niveau des migrations, ambassades, puis dépendamment, encore une fois, de l'infraction qui a été commise. Il peut y avoir des expulsions ou des détentions provisoires. Prochaine question, Denis Lapierre. Bien, ça veut un peu dans le sens de ce que Normand vient de dire. On parle des agences impliquées dans tout le processus. Il y en a une qui n'est pas nommée, c'est Douane Canada. Est-ce qu'actuellement ou dans les jours qui viennent, il y aura commencement de restrictions ou de vérifications plus poussées des personnes qui entrent au Canada pour s'assurer que certaines présences indésirables, je mets plein de guillemets de chaque côté, se retrouvent sur le territoire national au moment du G7? Je ne peux pas me prononcer pour la SFC, les services frontaliers, vous voulez dire, les ports d'entrée. L'intégrité frontalière, autant la GRC, ça, est responsable pour entre les points d'entrée, puis la SFC fait les points d'entrée. Il y a un travail au quotidien, constant, avec, c'est vraiment nos collègues fédéraux, c'est l'autre agence avec qui on se doit de travailler constamment, surtout avec tout ce qui se passe ces temps-ci. Mais on travaille avec le côté américain aussi beaucoup. C'est un travail de partenariat intense, là, les frontières. Même chose avec le code criminel. On ne peut pas changer les lois parce qu'un événement majeur est en cours. Puis honnêtement, jusqu'à quel point les entrées au pays par voiture ou par aéroport vont affecter, je pense pas. Là, si on s'attend à un trafic un peu plus élevé, bien là, on gère ça comme si c'était pour n'importe quel autre événement. Donc, c'est pas... Sans changer les lois, on l'a vu dans d'autres cas, pas nécessairement pour des événements comme ça, mais avec la sensibilité, par exemple, à certaines questions, il y a des gens qui sont désormais arrêtés aux frontières ou qui rentrent beaucoup plus difficilement au Canada en raison, justement, de certaines sensibilités. Est-ce qu'un sommet comme celui-là entraîne pas, justement, des mesures plus restrictives dans le choix des personnes qui peuvent ou non traverser la frontière? Mais pour les spécifiques, il faudrait vraiment voir avec l'Agence des services frontaliers là, pour voir comment eux gèrent la situation puis comment eux sont affectés par le G7, là, parce que c'est quand même 33 points d'entrée officiels au Québec des États-Unis. Fait que c'est pas tout le monde qui doit être affecté de la même façon, mais je suis certaine, si vous communiquez avec eux, ils vont pouvoir vous éclaircir là-dessus. Prochaine question, Caroline Labrie. Vous avez parlé brièvement en introduction du secteur maritime, qu'il va y avoir des changements, des corridors aussi de sécurité. On en a entendu parler là, pour ce qui est du corridor aérien, mais ici, est-ce qu'on va être touché aussi par certaines mesures, entre autres, on sait, on a à la baie? Les gardes côtières n'ont pas encore mis la situation spécifique là, de la voie maritime du Saint-Laurent. Ça devrait sortir bientôt. Là. Fait que dès que ça se concrétise, on va partager l'information sur les sites aussi. C'est de voir avec eux là, sur leur site. Mais c'est pas la moitié du Saint-Laurent là, qui va être contrôlé. Pardon? Je vous ai vu faire non de la tête. Présentement, ce que je peux savoir au niveau de la baie, parce que vous posez la question pour la baie, il n'y a rien de spécifique à la baie pour l'instant. Excusez-moi, j'ai manqué la partie de la baie. Moi, j'étais à Charlevoix dans ma tête. Prochaine question, Denis Villeneuve. Oui, à supposer que les dignitaires arrivent à Bagotville, j'aimerais savoir comment va se faire le transport par Charlevoix, parce que j'ai de la misère à imaginer M. Trump dans son suburban à se faire barouetter à Petit-Saguenay puis à L'Anse-Saint-Jean d'un nid de poule, là. Est-ce que c'est déjà prévu? Bien, écoutez, je me permets de répondre là, parce que c'est vraiment une question logistique. Là. Il y a deux
il y a deux possibilités. Hein? Il y a la possibilité par voie aérienne et puis il y a la possibilité par voie terrestre. Et puis, c'est vraiment au niveau logistique, la meilleure façon de transporter ces dignitaires-là, ça va être décidé sur le terrain. Et je sais qu'on travaille de très, très près avec tous nos partenaires au niveau de la sécurité de la GRC pour assurer la sécurité des chefs d'État quand ils vont atterrir et pour qu'ils se rendent en sécurité au manoir Richelieu à la Malbaie. On sait qu'à Bagotville, il y a une base militaire avec des avions CF-18, tout le monde connaît ça, mais est-ce que ces équipements-là, ces avions-là vont être mis à contribution pendant le sommet? On a déjà vu des avions entrer dans des immeubles ailleurs, là, à New York, là, dans le passé. Est-ce que ça fait partie des scénarios? Bien, on tombe vraiment dans le pire des pires. Donc, tout est considéré. Oui, savez, hein? Non, certainement. De là qu'on planifie, pour. De là qu'on travaille avec les forces armées. On peut vraiment pas entrer dans les spécifiques là, des opérations ou comment on va réagir à chaque scénario possible. Mais l'idée, vraiment là, la base du travail en partenariat et de travailler les 5 agences ensemble depuis le début et justement pour que chaque scénario soit planifié avec les ressources disponibles de chaque agence pour mettre en commun nos ressources, nos connaissances pour vraiment que ça n'en reste à protéger autant les dignitaires que les communautés du mieux qu'on peut, là, au maximum de toutes nos compétences. Donc oui, les Forces armées sont un partenaire Et des CF-18 peuvent voler pendant toute la durée du sommet, 24 heures par jour, c'est une chose possible, ça? Je ne sais pas. Je n'entrerai pas là-dedans. Puis même vraiment si, je pense qu'autant que les Forces armées que nous, là, on ne pourrait pas se mettre à donner des détails aussi spécifiques sur les opérations, autant des forces que des policiers. Nous, ce que je peux dire, c'est vraiment qu'on travaille tout le monde ensemble. On se prépare le plus possible, au plus de scénarios possibles, en gardant toujours en tête la sécurité des communautés concernées et des Canadiens en général. Prochaine question, Martin Thomas-Côté. Peut-être question un peu plus égoïste. Quelle place occupe la presse locale dans un sommet comme celui-là? Quel genre d'accès on a? Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'on est bloqué à l'Anse-Saint-Jean? On est capable de se rendre jusqu'à M. Trump? Mais tu sais, comment ça fonctionne pour la presse qui est plus locale? Je suis très contente de recevoir votre question parce que dans mes notes, je voulais faire un point avec vous là-dessus que, de un, c'est important que tous les médias qui veulent avoir accès au sommet soient accrédités. Donc, il n'y a certainement pas un média qui va avoir accès à quoi que ce soit s'il n'y a pas une accréditation, comme n'importe quel fournisseur, employé, etc. Donc, là, la base, c'est votre accréditation. Le site d'accréditation est ouvert. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore, c'est important d'aller vous accréditer au g7.gc.ca. Vous savez, je l'ai mentionné tout à l'heure, le Centre international des médias va être à Québec. Donc, on s'attend à plus de 2000 médias de partout à travers le monde au Centre des congrès de Québec. Et puis, il va y avoir, comment ça fonctionne dans des cas des sommets comme ça, des grands événements d'envergure. Il y a un système de pool qui se fait. Donc, c'est des médias qui seront transportés du Centre international des médias jusqu'aux différents éléments du programme à la Malbaie. Ou à Bagotville pour les arrivées. Vous comprendrez que c'est des espaces qui sont limités. On ne peut pas transporter 2000 médias pour chaque élément du programme. Donc, ce système de pool-là est vraiment important à comprendre. C'est une question d'espace, c'est une question de capacité. Par contre, il y a un diffuseur autre que nous avons embauché qui va être un diffuseur qui va tout diffuser en direct, tous les éléments du programme au Centre international des médias. Donc, même les journalistes qui ne sont pas affectés à ces pools-là vont pouvoir avoir accès en direct à toutes les images puis à toutes les composantes du programme au même titre que les autres médias, là. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, si vous avez d'autres questions, nos invités sont disponibles. Merci.